Notre invité du jour est Sam Ben Yacoub, qui est connu pour son implication dans le Journal du Code et Node Guardians. Nous allons parler de son parcours d'entrepreneur avec la création de ces deux entreprises, de son avis actuel sur le marché crypto et des écosystèmes qu'il trouve les plus intéressants. Il nous donnera aussi son avis sur les narratives à la mode que sont l'intelligence artificielle et les RWA. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Sam Ben Yacoub. Salut Sam, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, tout va bien. Bon, je pense que la majorité des personnes te connaissent déjà, mais je pense que pour commencer, on pourrait commencer par une petite présentation de toi. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites et avec tes propres mots? Pas de souci. Eh bien, écoutez, je m'appelle Samy. Je suis originaire de Toulouse et je suis dans le monde nébuleux des crypto-monnaies depuis maintenant 7 ans, 8 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, 7 ans et demi, ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, je travaille sur un projet qui s'appelle Node Guardians, qui est un outil d'onboarding pour développeurs intermédiaires à seniors sur différents protocoles et aussi un opérateur d'infrastructure. Et d'autres me connaissent peut-être pour mon implication dans Journal du Coin, que nous avons fondé il y a à peu près 7 ans, qui est un média d'actualité qui couvre ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies, blockchain, etc., en français. Au-delà de ça, j'ai quelques petites expérimentations et petites activités, comme des conférences techniques type Starknet CC ou Optimistic Gathering, et j'essaye d'aider des projets si j'ai un peu de bande passante pour le faire, mais rien de bien transcendant. Et de nouveau, je l'avais mal formulé au début du podcast. Je te remercie de m'avoir ici et hâte de passer ce moment avec toi. Ok, parfait. Et du coup, j'avais un petit jeu pour toi pour essayer de te présenter d'une manière un peu différente. C'est le tu préfères. Je pense que tu vois un peu comment ça fonctionne. Je vais te donner le choix entre deux options et je vais te laisser choisir. Il y en aura des plus durs que d'autres, mais si ça te va, on peut faire ce petit jeu-là pour essayer de te présenter d'une manière un peu plus originale. Ah ouais, c'est parti, je me prête au jeu. Ok, alors la première, tu préfères vivre dans l'univers de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux, Tu es plus console ou PC? PC. Tu préfères être coincé dans un jeu vidéo de survie ou une télé-réalité avec les Marseillais? Un jeu de survie. Je m'en doutais. Tu préfères être le colocataire de Sheldon Cooper de Big Bang Theory ou de Homer Simpson? Sheldon Cooper. Tu es plus Satoshi Nakamoto ou Elon Musk? Satoshi Nakamoto. Tu es plus Proof of Work ou Proof of Stake? Oh. Proof of Stake. Tu préfères Surfing Bitcoin ou ETHCC? C'est polarisant, j'aime les deux, mais allez, le THC, Tu préfères investir toutes tes économies dans Bitcoin ou les confier à un banquier qui te dit fais-moi confiance? mettre dans Bitcoin. Et une petite dernière, tu préfères shorter Solana ou acheter du Cardano? Je m'octroie quelques secondes de plus pour répondre à celle-là. Eh ben, je préfère acheter du Cardano. Ok, bah, en tout cas, merci d'avoir joué à ce petit jeu, c'était sympa et c'est cool que tu sois plié au jeu. Avec plaisir. Ok, là du coup, on va continuer un peu à parler de toi, mais je voulais commencer par le début de ton parcours d'investisseur. Alors, si je me trompe pas, tu avais commencé par un emprunt pour investir en crypto, et je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que tu pouvais recommander dans un cas spécifique à une personne bien formée qui voit dans le futur, que la blockchain et les cryptos vont bien marcher, et aussi une personne qui comprend bien les cycles, et par exemple une personne qui aurait fait ça peut-être à 20 000 dollars sur le Bitcoin. Alors, ça servira peut-être à conforter quelques personnes qui sont au rebord de très proches de prendre cette décision, mais pour le coup, oui, je pense que si la personne a un biais favorable pour les crypto-monnaies, un peu d'expérience, il faut qu'elle y aille. Surtout si le prêt offre des termes favorables et qu'elle ne s'expose pas à un risque
trop important à contracter ce prêt-là. En l'occurrence, les prêts de l'époque, on pouvait commencer à les rembourser que à partir de 5 années, par exemple, à partir de 5 ans, avec des taux fixes extrêmement faibles. Et l'échelonnement, les échéances s'étalaient sur des périodes qui étaient extrêmement longues, 8 ans, 10 ans. Donc, on pouvait faire le pari que d'ici 5 ans, même si notre décision d'investir dans les crypto-monnaies se solde par un échec, on aura sûrement trouvé une alternative, une activité alternative qui nous permettra de couvrir les mensualités du prêt. Donc, c'est un peu la logique vaincre ou mourir. On tente quelque chose, on a la conviction qu'il y a des retours asymétriques à la clé, et on prend le risque de éventuellement voilà, prendre un prêt, faire un x10 ou faire un x15, éventuellement tout perdre, mais au moins on s'expose à ce potentiel x10, x15, que être en fait ralenti par le manque de capitaux, qui peut faire en sorte qu'on ne bénéficie pas d'opportunités qui sont qui sont existantes dans ce milieu-là. Je ne vais pas dire qu'on trouve à l'appel aujourd'hui, car on est un peu en New Game Plus pour ceux qui jouent dans le monde des cryptos aujourd'hui. Mais ouais, moi je pense que c'est quelque chose à faire si on peut bien évaluer ses risques, qu'on est responsable et qu'on n'a pas aussi d'autres dépendances, voilà, d'autres personnes qui dépendent de nous ou autres. Moi, j'étais dans une situation qui était relativement favorable sur ce plan-là, très bonne, donc je l'ai fait. Après, pas de conseil en investissement, à vos risques et périls. Mais si vous avez ce genre d'opportunité, je pense que c'est EV+, comme on dit au poker. Ok, non mais cool d'avoir répondu à cette question. Je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je pense que ça peut être un bon levier. Après, c'est dans une situation spécifique où la personne, elle est peut-être encore chez papa-maman, il n'y a pas trop de risques. Elle achète en bear market et tu te dis, je mets que sur Bitcoin et Ethereum. Dans 5 ans, ça devrait le faire, ça devrait être plus haut et du coup, je pourrais rembourser mon crédit et surtout, bah, si tu as le temps derrière de rembourser. Enfin, voilà. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et je voulais aussi qu'on parle un peu de ton parcours d'entrepreneur, mais plus pour savoir, est-ce que selon toi, l'entrepreneuriat dans l'écosystème blockchain et crypto, c'est plus compliqué que dans un autre domaine. Parce que là, c'est vrai que tu as le côté saisonnalité avec possiblement les bear markets où il faut mettre de l'argent de côté pour continuer de développer justement dans ces périodes un peu plus compliquées. Tu as aussi la partie réglementation qui évolue assez vite. Donc, voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus, toi qui as déjà lancé plusieurs boîtes. Oh, mais non, mais c'est saisonnier, hein. C'est comme un restaurant à Biarritz ou à Narbonne, hein. Il y a des moments où l'activité est forte et il y a des périodes des vaches maigres, des choses comme ça. Et il faut trouver quelque chose à faire en toutes circonstances. Après, quelle grande sagesse vais-je pouvoir partager du haut de mon grand parcours d'entrepreneur, hein, qui n'est finalement pas si impressionnant que ça. De toute façon, il y a un petit dicton qu'on a, Benoît et moi. Donc, Benoît, mon ami de longue date et associé, c'est que nous, on aime bien faire et réfléchir après. Et je pense que ça a été un peu le leitmotiv de beaucoup de choses dans ma vie d'entrepreneur. Je me suis lancé parfois dans certaines aventures avec une évaluation des implications et des risques qui était parfois légère, et je me suis retrouvé à arranger l'avion en plein de vol à plusieurs reprises. Donc, moi, je pense juste qu'il faut prendre quelque chose qui nous emballe, qui nous excite, rassembler des personnes qui sont compétentes dans d'autres domaines autour de cette même vision et avancer ensemble pour essayer de résoudre un problème qui, qui nous plaît. Donc, est-ce que ça répond à la question? Quelle était la question exactement La question, c'était est-ce que tu trouvais que l'entrepreneuriat en blockchain, c'était encore plus dur que l'entrepreneuriat classique? Non, je pense que, en fait, en blockchain, il y avait un truc qui était génial jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça pouvait marcher sans product market fit. Il fallait juste être rigoureux, être bien connecté et être bien plugué, comme on dit, pour lancer son jeton ou autre, ou même un business sans jeton et avoir une appréciation de sa boîte phénoménale. Alors que dans le Web 2, il y a beaucoup moins d'indulgence. En fait, si vous n'avez pas de market fit, bah, vous pouvez tenir sous perfusion un coup de levée de fonds, mais au bout d'un moment, on va vous lâcher. Et plus personne va subventionner, cautionner, supporter ce que vous faites. Et ça va à zéro très vite. Ça ne pardonne pas. Dans le Web3, c'était Zombieland. Il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas vraiment d'activité, mais qui avaient un jeton qui était finalement leur business model. Aujourd'hui, le marché gagne en maturité, comme certains le disent. Et le simple fait d'avoir un white paper ou une vision ou une blockchain avec un jeton natif ne suffit plus pour avoir une forte appréciation, un fort gain de valeur pour l'actif en question. Donc, pendant longtemps, je pense que
la barrière était beaucoup plus basse que dans le Web 2. Et par la suite, ça s'est complexifié. Par contre, il y a un seuil d'entrée qui a toujours été relativement élevé pour faire un bon token ou un bon scam ou autre. Parce qu'il faut, alors, il faut quand même être bien plugué. La difficulté a augmenté graduellement. En 2017, vous pouvez tokeniser des semelles de chaussures et promettre monts et merveilles à partir de ça. Et ton ICO, elle allait sell out au bloc près, quelques secondes. En 2020, on ne pouvait plus faire une ICO et être sursouscrit juste sur la base d'un papier. Il fallait lancer un produit, il fallait lancer une blockchain, il fallait lancer un protocole. Et il fallait être bien connecté, avoir la bénédiction des grands prophètes, des grands évêques de la crypto, que sont les VCs et d'autres choses comme ça. Après, ça a gagné en sophistication, en complexité. Donc, le seuil pour réaliser la chose correctement est devenu plus élevé. Mais après, les retours sont juste énormes. Alors que dans Web 2, on peut faire un business Web 2 assez basique, qui fait par exemple du software ou même, j'en sais rien, moi, ouvrir un salon de coiffure. Et ça peut marcher avec des contraintes et des besoins de capitaux et de capitaux humains qui sont plus modérés. Donc, il y a différentes perspectives, différentes saveurs. Mais pour donner une réponse plus globale, je pense que pendant longtemps, c'était beaucoup plus facile. C'était le cheat code, ou le Web 3, pour faire de l'argent. Et par contre, aujourd'hui, le jeu a changé. On est passé de facile, intermédiaire à très difficile. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore plus difficile que très difficile. Mais à ce moment M, si on capture un peu ce qui s'est passé, on s'intéresse à la chronologie des événements depuis 2017, 2015, là, c'est dur, un peu plus dur. Ok, bah, très intéressant d'avoir eu ton avis là-dessus. Maintenant, je voulais revenir sur la première boîte que tu as montée, le Journal du Coin. Je voulais savoir je voulais que tu nous racontes un peu l'histoire, comment ça s'est fait, quel a été l'objectif de base, qui a eu l'idée, voilà, savoir à peu près comment ça s'est fait. Tout le crédit du monde va à Romain Didier Laurent, qui est mon ami et associé de longue date également, qui s'est lancé dans la création de Journal du Coin à Lyon à l'époque, avec un autre collègue qui s'appelle Lucas Hermis. Et nous, en fait, les Toulousains, on avait notre propre radeau, qui n'était pas Journal du Coin, mais Bit Conseil, média d'analyse et de conseil sur les registres distribués. C'est une sémantique qui plaît un peu plus à Géant Casino, quoi. En gros, c'était une boîte qui faisait du conseil et des articles un peu plus, on va dire, complexes, crochus, sur des problématiques d'économie, de crypto-anarchie, libertarianisme, et j'en passe. Et en 2017, on a eu la grande idée de se marier à l'époque où Romain Didier Laurent et Romain et Lucas faisaient les articles en fait eux-mêmes, sans relâche, 7 jours sur 7 quasiment, et que le média en fait avait vraiment le vent en poupe malgré sa jeunesse. Le truc avait 4 mois et faisait déjà des centaines de milliers de vues par mois. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il fonctionnait économiquement. Donc, un jour, j'étais dans le train en rentrant du Gers et Benoît avait parlé, avait parlé à Romain de ce qu'on faisait et avait aussi parlé de mon profil à Romain. Romain m'avait appelé, m'avait présenté un peu le projet, la vision, etc. Et moi, j'avais vraiment envie de tenter l'expérience crypto en 2017 et il m'a un peu donné les tenants, les aboutissants. On s'est lancé une petite mission de test sans grandes attentes, voilà, une petite collaboration et ça s'est bien passé avec du recul, très bien passé. Et on a travaillé ensemble depuis toujours. En fait, nos deux entreprises ont fusionné et l'entité qui a demeuré, c'est Journal du Coin, qui était plutôt la phase publique. Mais derrière, il y avait toujours BitConseil jusqu'à 2020-2021. Et puis après, on a clos cette affaire car Journal du Coin était beaucoup plus préoccupant ou nécessitait plus de temps. Et c'est là où tout se passait. Donc, voilà un peu la genèse. Et cette opportunité, je pense qu'elle n'aurait pas été je n'aurais pas pu y accéder sans faire les meet-up dans ma ville. Et donc, le meet-up en question, en 2017, c'était le Beer Coin à Toulouse, place de la Trinité. C'était de la bière et des coins. Voilà, c'était marrant. Je voulais savoir si c'était avec cette expérience, si c'était cette expérience qui t'avait aidé à faire justement ton réseau au niveau blockchain et crypto, ou si c'était plus le fait d'aller à différents events et de rencontrer directement les projets. Alors, très très bonne question. Alors en fait, la stratégie des podcasts, elle est cool parce que elle fait de mal à personne. Tu ne vends pas un token. Alors, il y a sûrement
un effet des retombées, que tu le veuilles ou non, des personnes vont voir le podcast avec un biais ou penser qu'il s'agit forcément d'un endorsement, d'un soutien au projet en question. Mais le podcast, ça crée du contenu gratuit pour la communauté francophone. Ça bénéficie au projet en question car ça lui donne une ouverture sur une nouvelle audience. Et ça permet aux médias qui hébergent le podcast, qui le distribuent, d'établir des liens avec des fondations, des protocoles, etc. Et tout le monde est gagnant à la fin de l'histoire. Parce que ce lien-là peut se transformer en activité économique, etc., en grant, en financement. Donc, cette stratégie permettait de s'ouvrir les portes en fait à des founders, des développeurs, des créateurs d'entreprises qui étaient difficiles d'accès, qui étaient français pour certains, mais aussi américains, asiatiques, et j'en passe. Ça, c'était très intéressant pour la suite. Mais au début, les blockchain summits, les blockchain events, comme on les appelait, les événements de blockchain, les salons de la blockchain, etc., c'est pas la folie. ITCC 2019, c'était pas bondé. On ne faisait pas la queue pour acheter un ticket. C'était au Conservatoire national des arts et métiers, pas grand monde. Après, il y avait des blockchain summits, ou le Malta Blockchain Summit, tout ce qui finissait en blockchain summit. C'est à la frontière du web quelque chose, je ne vais pas dire web 2 et du web 3. Et il y a beaucoup d'after. Et du champagne. Et des modèles en robe courte. Ça, je fais pas le meilleur networking là-bas. Alors, si, tu fais quelques potes, tu fais quelques collègues, il y a toujours des choses intéressantes dans le lot, mais c'est pas là où tu trouves les grands founders. Et à l'époque, à titre personnel, je faisais beaucoup de ça. Ça m'a quand même permis de me remettre en question et d'ajuster certaines de mes croyances ou perspectives qui n'étaient peut-être pas les meilleures si je les regarde aujourd'hui à travers un prisme éthique, on va dire, si j'essaye de les évaluer aujourd'hui. Donc non, c'était plutôt les podcasts, les blockchain summits, c'était pas la folie. Mais en 2020-2021, j'ai commencé à faire des événements plus internationaux, en dehors de France aussi. Et la diversité et la qualité des événements a aussi augmenté. Bull market oblige. Et certains événements m'ont permis d'accéder à des contacts, des opportunités qui ont eu beaucoup de retombées sur ce que l'on fait aujourd'hui. C'est indéniable. Donc au début, les événements, pas ouf. Podcast, très bien, parce que ça marche même pendant le Covid. Même quand on est confiné, on peut en faire. On peut en faire un par jour. Et je pense que c'était quand même le hack quand tu es avec ton équipe et tu gères un média français. Il faut que tu puisses avoir une proposition de valeur pour des acteurs étrangers. Et avoir un média avec une portée qui est correcte, ça reste quand même quelque chose d'intéressant parce que en dehors de ça, si tu n'es pas un top ingénieur ou que tu n'es pas un grand gourou de la DeFi et que tu as beaucoup de notoriété ou autre, c'est très difficile d'accéder à ces gens-là. Et ce qui permet de faire venir quelqu'un avec beaucoup d'autorité, des centaines de milliers d'abonnés qui crée de gros protocoles, c'est souvent quelque chose comme ça. Et donc, c'était un outil, c'était vraiment une stratégie qui était intéressante et qui nous a permis de viabiliser le média et construire d'autres activités par la suite qui dépendent de ce réseau et de la confiance établie à travers ces podcasts. Super important. Ok, et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a plus marqué que les autres? Peut-être un gros projet, une personne influente Oh. Alors ça, c'est toujours les questions qui sont difficiles parce qu'il va falloir faire un classement des meilleures personnes, dire que l'une est meilleure que l'autre, etc. Mais je peux m'y prêter, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas cités ne sont pas excellents également. Mais pour qui est-ce qui m'a vraiment marqué? Je peux donner quelques noms là, qui me passent par la tête. Alors, Benoît Huguet, c'est le premier. Ça, je lui en suis extrêmement redevable. Après, j'aime beaucoup Uri Kolodny et Eli Ben Sasson de Starkware, évidemment. Bon, ça surprendra peu de gens, mais c'est quand même des gens qui sont excellents dans leur domaine respectif et qui sont aussi extrêmement charismatiques et qui m'ont apporté d'énormes conseils dans mon aventure entrepreneuriale. J'aime beaucoup le fondateur d'une boîte qui s'appelle Nethermind, Thomas Stanchak, qui est à la fois extrêmement humble et à la tête d'une entreprise qui construit vraiment du software critique dans les plus grands protocoles
du milieu, du secteur, comme par exemple le client Nethermind sur Ethereum, mais plein d'autres choses aussi, hein, les specs des game layers et j'en passe. Il y en a tellement. Il y a un chercheur chez Starkware qui s'appelle Ilya Volokh, Volokh, qui a des talks sur Internet et qui est excellent en énormément de points, en rhétorique, en maths pure, en tout, en fait, et qui est très low profile et qui a qui a le don de tacler des problèmes très complexes, de les rendre intelligibles pour beaucoup de gens et de trouver des solutions, proposer des solutions de très haute qualité. Ça aussi, c'est une des rencontres qui m'a marqué. Quelqu'un de vraiment très cool. Après, la liste est longue, hein. Louis Gutmann, Abdel, plein d'autres, hein, pour la sphère francophone. Beaucoup, 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 beaucoup. J'en oublie tellement, mais ouais, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ok, oui, après, l'objectif, c'était pas de faire un classement non plus, hein. Je comprends que c'est compliqué quand tu as rencontré beaucoup de personnes d'en ressortir, mais voilà, je pense que tu as dit les principaux et c'est peut-être ceux qui t'ont. Il y en a certaines personnes qui vont te marquer, il y a certaines personnes qui vont t'aider, et c'est peut-être les personnes qui t'ont aidé justement à te lancer, à faire des choses. Donc, non, c'est déjà bien que tu aies fait cette liste-là, et forcément, même dans des remerciements, on en oublie, on en oublie toujours. Ah oui, non, toujours, toujours. Mais oui, non, la liste est longue. Mais ces noms-là, franchement, je ne regrette pas de les partager ici. Très, très, très cool. Ok, et du coup, dernière question sur le côté un peu média. Je voulais savoir ton avis sur une actualité, l'arrestation de Pavel Dourov de Telegram. Quel était un peu ton avis sur la question? Je ne me suis pas penché sur l'événement en question, même si j'ai entendu les échos, hein. Ça me semble quand même aberrant, parce que si j'ai bien compris, les charges en question, c'est que Telegram offre des solutions de communication à des groupes terroristes et des organisations bancales, que les numéros anonymes sur Telegram, c'est très dangereux, et que la société ou le produit permet des communications chiffrées. Et qu'en gros, à partir du moment où on donne un outil qui permet de faire ça, ben on est en tort. Si c'est vraiment ça, bah oui, je pense que c'est excessif et je doute que Telegram n'ait pas coopéré avec les autorités françaises dans le cas d'investigation contre le terrorisme, etc. Donc non, non, c'est pas quelque chose que je trouve bon, que je cautionne. Je trouve ça un peu ridicule et un peu inquiétant. Ok, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est comme si on attaquait un vendeur d'armes parce que quelqu'un l'a utilisé pour tuer quelqu'un. Là, c'est un peu. Moi, je trouve. Après, je pense que c'était plus pour le fragiliser, peut-être un peu Telegram, mais après, vu qu'ils vont sûrement être jugés en France, je pense pas qu'il va être jugé, parce que là, je crois qu'il y a certains chefs d'accusation qui sont un peu du terrorisme. Enfin, je pense pas qu'une personne qui a créé une plateforme puisse être vraiment condamnée sur des chefs d'accusation aussi graves, alors qu'en fait, il a juste essayé de donner quelque chose où on pouvait discuter de manière un peu sécurisée, sans être forcément fliqué de A à Z. Ouais, bah, dans ce cas-là, il faut arrêter Sony ou un représentant de Sony parce qu'on peut faire des communications sur le PlayStation Network et planifier une attaque à la bombe. Je sais pas, par extension, on pourrait peut-être imaginer que ça mérite arrestation également, si on se base sur ça. Mais qu'est-ce que j'en sais? Et ça m'a l'air d'être un peu. Je prends peut-être des raccourcis, il y a peut-être beaucoup plus de nuances dans cette affaire, mais non, ça pue. Et j'aime pas tous ces trucs-là, compliance, machin, ça me plaît pas. Et j'espère que Telegram s'en sortira et, et puis que d'autres alternatives émergeront ou gagneront en fonctionnalité, en qualité, au cas où quelque chose comme Telegram finisse par être censuré ou autre. Et je pense de toute façon qu'ils trouveront une alternative pour continuer de fonctionner, même en cas de crackdown légal ou autre. Donc, c'est pas génial à observer comme événement, mais c'est aussi ce genre de difficultés qui permettent à l'écosystème de gagner quelques écailles sur son derme et de s'adapter et peut-être d'être encore plus market fit qu'avant. C'est ces événements de censure qui donnent des raisons d'exister à des messageries alternatives ou à des réseaux sociaux décentralisés. Même si j'ai toujours trouvé que c'était un peu useless ou que ce n'était pas le meilleur truc à construire aujourd'hui, et j'ai peut-être tort là-dessus, mais les réseaux sociaux décentralisés euh, peuvent trouver en fait du sens dans un scénario où censure est présente.
Du coup, je voulais parler d'un projet qui est bien à toi, sur lequel tu es bien fondateur, Node Guardians. Est-ce que tu pouvais nous expliquer un petit peu quels sont les objectifs du projet et quelle est un peu la roadmap à venir? Ok, on va trouver une approche funky pour introduire le projet. Le prix des jetons baisse, Ethereum baisse, il faut faire quelque chose. Quelques recherches sur Internet, on réalise qu'il manque des développeurs, qui doivent construire des applications pour onboarder des utilisateurs. Que pouvons-nous faire pour faciliter l'onboarding de développeurs du Web 2 vers le Web 3 ou de différents prospects, étudiants ou autres dans cet écosystème? Node Guardians pourrait être une réponse à ce problème. Node Guardians est un outil pour onboarder des développeurs sur des écosystèmes crédibles. Comment est-ce que l'onboarding fonctionne? Eh bien, on va sur Node Guardians, on tombe sur une interface qui a un peu l'allure d'un jeu de rôle, se connecte avec son GitHub, compte GitHub, et on doit résoudre des challenges de programmation appelés quêtes, qui sont riches en narration et en références un peu Heroic Fantasy, et il y a un haut degré d'interactivité sur ces challenges de programmation. Ça va nous permettre de se doter de nouvelles compétences avancées sur des stacks qui sont nouvelles ou complexes, tout en s'amusant, donc réduire un maximum la friction pour apprendre ou maîtriser des sujets qui ne sont pas sexy premier abord, et prouver ses compétences, découvrir de nouvelles choses, réduire les frictions, et s'initier aussi à de nouvelles stacks, tout ce qui existe sur les L2, les Zero Knowledge Proof, etc. Donc abstraire, réduire la complexité pour se doter de compétences bonnes, hautes, sur le Web3, pour pouvoir délivrer du code en production. Et le tout de la façon la plus respectueuse de l'utilisateur au possible. Pas de collecte de données contre leur gré, pas de paywall, pas de newsletter, pas de friction. Voilà en gros comment ça se profile. Tout est en fait empaqueté dans un jeu. Mais si on n'est pas vraiment joueur et qu'on n'aime pas l'histoire, on peut aussi sauter en fait tous ces éléments-là. Ça, c'est notre Guardians. Et pour rendre la chose viable économiquement, on a aussi une autre branche qui se concentre sur l'infrastructure blockchain, pour les blockchains. On fait tourner des validateurs Ethereum, on est sur l'IDO Obol SSV, on fait tourner des séquenceurs, des provers, des validateurs sur des blockchains proof of stake. Et ça nous permet de dégager un revenu. Et dans certains cas, notre activité est vraiment pertinente aux yeux de certains protocoles. Donc, ils choisissent de déléguer une partie de leurs jetons chez nous, ce qui nous permet de générer du revenu sans exercer la moindre pression sur l'utilisateur final. Et ça, c'est quelque chose de fondamental sur Node Guardians. Si on commence à prendre de l'argent ou vendre les données de nos utilisateurs pour joindre les deux bouts, eh bien, il faut tout arrêter parce que ce n'était pas la vision initiale. Voilà. Ok, donc si je peux résumer en une phrase, votre but, c'est de mettre en lien les entreprises Web3 avec principalement les développeurs via un espèce de skin à la fin qui montre ce que c'est faire la personne sur Node Guardians, sur la partie plus On peut dire onboarding de développeurs. un CV on-chain, oui, c'est ça. On peut dire quelque chose comme ça. C'est un outil pour onboarder des développeurs, tout simplement. Le développeur arrive, il résout des challenges de programmation et il a après une preuve de compétences. C'est tout simplement ce que c'est, ouais. Ok. Et sur le côté infrastructure, comment vous choisissez les écosystèmes ou les projets sur lesquels vous déployez? Ça va être une question d'essayer de trouver la rentabilité, d'aller là où il y a l'attraction, peut-être plus de vous baser sur vos croyances dans la réussite du projet? Il y a beaucoup de biais de politique, de croyances et aussi une question économique qui revient à chaque prise de décision. Donc, il y a deux pôles sur Node Guardians. En gros, le premier qui est une application ou des challenges de programmation qu'on peut faire. Et donc là, on supporte Solidity et d'autres langages qui vont viser la machine virtuelle d'Ethereum, comme Huff. Et pour les autres stacks, on va avoir beaucoup de choses qui touchent à la confidentialité. La confidentialité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on enseigne aux gens de façon hautement interactive comment écrire des circuits Zero Knowledge sur Aztec. On enseigne aux gens Cairo. Cairo n'a pas vraiment de privacy, mais on enseigne aux gens comment utiliser ce langage pour écrire des applications. Et après, on a des choses qui vont un peu au-delà de l'écriture de smart contract. On explique aux gens comment utiliser des stacks, comment créer son propre roll-up avec la stack d'Optimism, par exemple. Comprendre certains concepts. Donc, on va vraiment choisir les choses par pertinence pour notre communauté. C'est vraiment le premier facteur qui guide nos décisions d'intégration. Construire un produit pour les utilisateurs avant tout. Et après, on va aussi évaluer des questions économiques
Mais le but, c'est pas de faire 20 intégrations pour récupérer des chèques partout, mais c'est de garder de la cohérence et préserver du mieux qu'on peut le prestige. Ça peut sonner prétentieux, mais le prestige, l'allure de la boîte. Donc, c'est surtout une question de cohérence avant tout et de pertinence pour les utilisateurs. Donc, on fait ça. On essaye de rester un peu Ethereum aligned. On essaye de donner des outils pour onboarder des développeurs sur des écosystèmes crédibles. Et pour nous, pour le moment, les seules chaînes crédibles, ce sont Bitcoin et Ethereum. Et donc, c'est pour ça que nos efforts sont principalement concentrés sur ces réseaux-là. Alors, Bitcoin, pas du tout, mais Ethereum, oui, et les L2. Les L2 ont plein de défauts, sont totalement trusted, c'est pas bon, mais l'intention, la vision, le serment est bon. Donc, on va quand même aussi essayer de contribuer à leur croissance. Et voilà. Pour la question validation, là, il y a une question économique qui rentre en compte. Et après, on essaie aussi de ne pas se répandre sur trop de chaînes parce que quand le marché est moins abondant, moins généreux, le vent peut vite tourner. On se retrouve à perdre de l'argent. Surtout que nous, la validation, on essaye de la faire rigoureusement avec des backups, avec du monitoring, etc. Bon, comme tout le monde, j'espère. Et ça coûte de l'argent. Et donc, on fait très attention. On prend que des protocoles qu'on va appeler triple A et on essaye de s'assurer qu'on fait partie du Genesis 7, des premiers validateurs au mainnet du réseau, et qu'on a un peu la bénédiction de la fondation. Ça, c'est la stratégie, et on essaye d'être extrêmement conservateur là-dessus, parce que la musique peut changer très très vite. Entre le haut et le bas d'un cycle, voilà, le jeton avec lequel vous êtes payé peut voir sa valeur divisée par 15, et ça, vous le sentez. Par contre, le prix du serveur, lui, il n'est pas divisé par 15. Il augmente en règle générale. Voilà. Ok, bah, très intéressant. Je pense qu'on a bien fait le suivi de ton parcours d'entrepreneur. Maintenant, je voulais passer sur quelque chose de plus global. Bon, pas de Madame Irma là-dedans, mais quel était un peu ton avis sur le marché? C'est fini. It's all going to zero, là. Pour ça que je tweete plus. C'est fini, c'est terminé. Non, mais c'est fini la crypto. Les gars, l'Eldorado, c'est l'AI. C'est terminé tout ça. Voilà mon avis sur le marché actuel. Non, non, non. Plus sérieusement, euh, j'ai été un peu surpris par le départ qu'on a eu en octobre 2023. Moi, je pensais que ça allait démarrer en 2025. C'est venu, on en a profité ou presque. On a aussi pu se faire avoir et il y a un gap aujourd'hui qui se présente et beaucoup de gens placent leurs attentes sur l'élection américaine pour une voilà, pour une éventuelle suite de bull run. J'en sais rien, j'essaye de me décorréler un peu des questions de prix et de garder la conviction qu'il va y avoir une dernière danse ou des dernières danses. De toute façon, c'est toujours la même idée, on se dit une de plus. Il va en avoir une. Ma seule préoccupation, c'est de m'assurer que ma boîte a les reins solides et que même si Ethereum revient à 1000 $, nous, on n'est pas en danger et on peut continuer de contempler en fait ce qui se passe. Après, c'est peut-être un avis qui ne va pas avoir de valeur pour les personnes qui regardent le podcast et je vais essayer de reformuler ça différemment. Je ne m'intéresse pas trop au marché. J'ai toujours un biais positif dessus, mais ce que je reconnais par contre, c'est que investir sur les alts, investir sur des projets en early stage, eh bien, c'est devenu très, très difficile. Mais vraiment 5 à 6 fois plus difficile. Et à titre personnel, par exemple, je pense que ma capacité à faire des due diligence et des évaluations n'a peut-être pas suivi adéquatement, linéairement. Donc, c'est devenu plus dur et j'essaie juste de me concentrer sur quelque chose sur lequel j'ai plus de contrôle. Je ne suis pas un super trader, donc pour moi, c'est le travail. Et donc, la seule chose qui me préoccupe, ça va être de faire en sorte que la boîte continue d'être profitable, même dans une situation qui n'est pas la plus joyeuse. Je pense que ça va repartir, mais qu'il faut être patient. Et dans une configuration où ça peut continuer d'aller plus bas, je pense juste qu'il faut éventuellement faire des DCA sur des actifs qui ont vraiment une belle carrure et beaucoup de volume. Enfin, j'en sais rien, Bitcoin, Ethereum, et qui ont déjà fait leurs preuves avec un profil risque plus réduit et faire des allocations beaucoup plus petites sur des jetons qui reposent sur des tendances plus éphémères, comme par exemple, j'en sais rien, un AI coin XY ou un nouveau protocole de restaking différent des layers, j'en sais rien. Vraiment y aller avec parcimonie, faire attention à toute la DeFi. Mais ça ne veut pas dire ne pas s'y exposer, mais y aller avec plus de modération et faire très attention. Et se conformer psychologiquement au fait que ça peut aller beaucoup plus bas et qu'on n'a pas bottomed up. Ça peut continuer d'aller plus bas, ça peut continuer d'aller plus haut aussi. Mais voilà.
voilà mon avis. Je pense que ça peut durer beaucoup plus longtemps et que il y a aussi certaines choses qui sont plus fortes que le marché crypto. Si on est dans une récession et que les stocks vont à la baisse et qu'il y a peut-être un gouvernement qui n'est pas le plus enthousiaste envers les cryptos qui est en place aux États-Unis, on va peut-être ramasser. Et donc, il faudra peut-être revoir ses perspectives et se dire que ça repartira en 2026, en 2027, j'en sais rien. Mais pour moi, la thèse, c'est toujours de construire un business ou une stratégie d'investissement sur le scénario le plus pessimiste. Et après, si les choses se passent différemment, c'est que du bénéfice. On aura peut-être un peu moins d'exposition parce qu'on aura ajusté les paramètres en conséquence sur la hausse, mais on gagnera. Et je pense que, à titre personnel, moi, ça me permet d'avoir un bon équilibre entre qualité de vie et profit. Certains ont une tolérance au risque supérieure, joueurs de poker aguerris, grands gambleurs, voilà, personne habitué à faire ça. Et il faut qu'ils arrivent à placer le curseur d'une façon qui leur permette de conjuguer qualité de vie et satisfaction, bonne exposition au marché. Voilà pour ma part ce que va être ma réponse. Ok, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il va y avoir une jambe haussière à venir, mais qu'une jambe baissière peut s'y arriver. On ne sait jamais comment ça va se passer. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, dans ma stratégie, je m'étais dit au nouvel ATH, peu importe comment il arrive, je sors déjà une partie pour pas totalement me faire avoir et tout repère dans un bear market de 2 ans assez horrible à suivre. Donc, là, on va dire que j'ai déjà sorti une partie et maintenant, j'attends de voir comment ça va se passer. Et je voulais ton avis aussi, donc tu nous as un peu parlé des élections US, mais sur l'arrivée des ETF spot et on va dire l'arrivée un peu plus massive aussi des institutions, est-ce que tu penses que ça peut un peu changer le comportement des cycles et le comportement des investisseurs, avec par exemple BlackRock qui va vampiriser un peu la supply de Bitcoin et du coup ça pourrait soit enlever de la volatilité, soit peut-être en rajouter à la baisse avec les personnes qui se disent oulala, BlackRock est en train de vendre et du coup ça pourrait peut-être amplifier au moins les mouvements à la baisse. Alors, tout ce qui touche aux ETF Co et l'impact que ça peut avoir sur les marchés, je vais être très honnête, je ne m'y suis jamais vraiment intéressé. Voilà. Et je me dis que c'est quelque chose de bien, qui est une plus grande exposition des actifs crypto à travers ces nouveaux instruments. Sur le papier, c'est bien, mais dans ma stratégie et à travers mon scope, c'est juste du bruit et ça ne m'intéresse pas et c'est peut-être la plus grosse erreur. Mais je n'ai pas analysé rigoureusement ou pensé à quelles peuvent être les implications de ce genre d'outils sur les marchés. Voilà. Ok, pas de souci. On va passer sur autre chose, donc ce serait les écosystèmes à surveiller, donc pas forcément que d'un point de vue investisseur, mais peut-être aussi d'un point de vue technologique. Est-ce que toi, tu vas plus suivre, on va dire, les gros fondamentaux, c'est-à-dire rester un peu sur Ethereum, là où il y a le plus de dev, le plus de dApps, la DeFi qui se passe en grande partie? Est-ce que tu vas aller peut-être sur des écosystèmes un peu plus technologiques, comme peut-être Atom Cosmos? On voit que bon, le jeton a un peu du mal à capturer de la valeur, mais en tout Je cas, vais avec son partir là. Je vais quitter le podcast. Non, je rigole. Alors, en tout cas, on voit qu'avec son SDK, il arrive quand même il y a quand même des bons protocoles qui se mettent dessus, comme par Ouais, exemple Axelar, Celestia, Injective. Ou est-ce ouais. que tu suis peut-être plus des écosystèmes hypés, comme par exemple Solana, on l'a vu avec tout ce qui était airdrop et derrière tout ce qui était Memcoin, où ils arrivaient à créer pas mal de traction. Oh, aujourd'hui, je m'intéresse juste principalement à Ethereum. C'est un peu une réponse mid, hein, une réponse à la con, mais Ethereum, c'est cool. C'est là où je vais passer le plus de mon temps. Et quelques L2 qui construisent autour d'Ethereum, notamment tout ce qui touche à la privacy. J'aime bien ce que fait Aztec. J'aime bien ce nouveau paradigme où, en fait, avant, pour enlever la confiance dans un exchange, dans un échange, on utilisait une blockchain où des validateurs votaient sur la validité ou non d'un argument, d'une nouvelle transaction ou autre. Donc, on utilisait en fait les blockchains pour avoir une source de confiance. Et aujourd'hui, on a un peu ce nouveau paradigme où, avec les preuves zero knowledge ou de validité, on peut faire des calculs en dehors d'une blockchain et les faire vérifier sur une blockchain et avoir un peu un hybride intéressant entre accès à la capacité de calcul et suppression de la confiance dans un échange. Et donc, tout ce qui touche un peu à ça, comme il est aligned layer, etc., ça me plaît pas mal. Il y a pas mal d'use cases qui peuvent
qui peuvent dériver de ça, qui sont intéressants, même au-delà du monde de la blockchain. Donc, risque zéro, succinct, c'est pas mal. Et enfin, la privacy, programmable privacy, Aztec. On est très content de travailler avec eux et on pense que c'est la solution la plus mature et crédible pour écrire des applications avec du chiffrement sur les inputs, enfin, pour avoir vraiment des vraies applications de confidentialité, qui proposent de la confidentialité. Et je pense que c'est intéressant, les nouvelles choses comme MegaETH, où on a un séquenceur géant, un truc bien lourd, qui n'est pas opéré par des centaines d'opérateurs, qui hérite de certaines garanties d'Ethereum et qui permet d'avoir des applications quasiment en temps réel. Mais je regarde ça avec un peu de scepticisme et je trouve qu'il faut quand même accorder un peu d'importance à des trucs comme Sui ou Solana, qui finalement offrent une sécurité crypto-économique correcte, des expériences d'onboarding correctes avec, par exemple, ZK Login sur Sui qui sont pas mal, donc voilà, de bonnes performances, une UX correcte, et ils sont un peu à la jonction entre un serveur EC2 sur AWS et une chaîne comme Ethereum, parce que c'est quand même plus crédible qu'un EC2 sur AWS, mais ça l'est moins qu'Ethereum, mais ça offre des performances qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, c'est intéressant de voir ces nouveaux designs émerger. Il y aura toujours, je pense, un peu de demande pour des solutions alternatives de ce type-là. Donc, ça fait beaucoup de choses à consulter, mais TLDR, Ethereum, tout ce qui est relatif aux preuves également. Et après, garder un peu l'œil sur de nouvelles blockchains à haute performance, comme Solana ou Ethereum. Mais Solana en termes de maturité, Solana et Sui ou Aptos, Solana en termes de maturité a quand même une longueur d'avance. Et voilà, c'est assez facile à dire, mais je pense que ça mérite un coup d'œil. Après, la privacy et tout ce qui est programmable privacy, en toute franchise, je m'y intéresse d'un point de vue écosystémique et je m'y expose via des investissements ou via le travail, mais ça n'a jamais été un bon selling point. Les gens n'en ont rien à foutre de la privacy. C'est juste que moi, je suis rentré dans la crypto à l'époque pour faire de l'argent et aussi parce que l'idéal cypherpunk, ça me bottait. J'ai aussi constaté à mesure que les années passent que on a vite dévié de ces idéaux que l'on retrouvait à la genèse de Bitcoin et Ethereum pour passer sur beaucoup de grift et aussi beaucoup de succès, beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est très sympa de voir qu'aujourd'hui, on a les outils à notre disposition pour établir les bases d'un monde où on peut échanger de la valeur et de l'information sans être surveillé. Et ça, c'est cool. Donc, c'est pour ça que je vais passer du temps sur Aztec ou même des trucs comme Namada ou Anoma. Alors que finalement, en toute franchise, je ne sais pas si la valorisation sur laquelle j'ai acheté du Anoma, elle va me rapporter de bons retours. J'ai ma petite réponse, mais c'est pas grave parce que c'est aligné avec ce que j'aime et j'aime bien tous les outils qui permettent à des gens de faire des choses et échapper un peu au surveillance capitalism ou à des entités qui ont beaucoup plus de puissance de calcul, un pouvoir de surveillance beaucoup plus fort. Et donc, je suis quand même content de voir qu'on construit cette infrastructure, même si au plus profond de moi-même, je sais que, ou je pense que les gens n'en auront pas grand-chose à faire. Et le main use case aujourd'hui pour un VPN, c'est pas d'avoir une navigation plus offusquée, même si ça marche jamais. De toute façon, c'est du bullshit. C'est juste, on s'en sert juste pour en fait regarder des séries Netflix qui sont limitées à certaines régions géographiques, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Mais au moins, c'est cool, ça existe. Il y a des travaux qui sont faits. Ok, et je voulais ton avis sur certains narratifs. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai un peu de mal avec l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est une bonne hype, on peut peut-être faire des gros gains dessus, mais après, je vois pas forcément de synergie tant énorme que ça entre blockchain et intelligence artificielle. C'est vrai que moi, je pense plus que les RWA ont une réelle utilité et peuvent apporter de vraies choses. Donc, je voulais savoir un peu ton avis sur un peu les narratifs à la hype comme l'IA et les RWA. Alors, l'IA et les RWA. L'IA qui blend IA et blockchain pour prouver l'inférence des trucs, etc. C'est bien, mais ça me paraît un peu trop niche. Ou avoir de la compute comme iExec ou autre qui vient de sources plus crédibles ou IO.NET, je ne regarde même pas. Ça va marcher parce que c'est des beaux mots-clés et puis de toute façon, s'ils sont bien backés, il y aura toujours des gens qui achèteront ces jetons comme des meme coins
pour s'exposer à des mots-clés qui sont dans l'air du temps. Ça, c'est cool. Et l'IA, blockchain, etc., bof, pas grand-chose. Et puis, ça n'a jamais été vraiment un problème que OVH ou Hetzner ou GCP détruisent vos instances de calcul parce que vous êtes en train d'entraîner une IA qui est déviante ou qui dit des conneries. Pour l'instant, ce n'est pas un problème et je ne sais pas si ce sera un problème. Et il y a déjà des alternatives qui permettent de continuer de faire ça sans passer par des blockchains avec des meilleures garanties de performance et de coût. Donc, bon, je pense que c'est plus une narrative faite de toutes pièces pour faire avancer les choses dans une direction qui est en avantage certain. Ensuite, RWA, c'est un peu marrant, mais on en a besoin. C'est bien, en fait, RWA. C'est blockchain sans blockchain, vu qu'on a des titres en fait, qui sont off-chain et qui peuvent être éventuellement censurés à tout moment ou bloqués à tout moment, notamment dans le cas des T-bills américains. Mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir ça. Donc, à titre personnel, je m'en sers. Et avec mes entreprises, je m'en sers. Donc, j'ai investi dans certains projets de RWA comme OpenEden ou autres, mais sans plus, quoi. C'est bien, franchement, c'est bien, mais est-ce que ça m'emballe? Est-ce que c'est la panacée? C'est vraiment le game changer, la révolution que l'on attendait vraiment? Non. Mon ton est censé représenter ici ça m'emballe, c'est bien. Je pense que ça doit exister. C'est cool de pouvoir s'exposer à des bons du trésor américain sans passer par Interactive Brokers ou je ne sais quoi, et d'avoir un peu cette possibilité de passer on et off USDC, bonds USDC sans passer par un autre opérateur, un truc off-chain. Mais après, bon, voilà, c'est plus un outil. C'est comme une extension Firefox sympa qui évite de faire un copier-coller de plus ou qui enlève une étape sur un check-in, un check-out. C'est cool. Voilà. Ok, ça marche. Donc, on va passer sur les 2 dernières questions du format. Du coup, c'est une question encore un peu difficile. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Alors, que ce soit d'un point de vue investisseur, mais ça peut être aussi quelque chose qui t'a permis de te construire dans ta vie, pas forcément qu'un conseil financier. Je pense que c'est mon corps humain qui m'a donné des conseils intéressants. Quand je travaillais trop, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques. Et il m'a appris de force à me ménager, à prendre du temps pour moi. Et puis j'ai découvert qu'en me reposant un peu, j'arrivais à être plus créatif et à avoir de meilleures idées et à mieux travailler en ayant pourtant moins d'heures actives sur une semaine donnée. Ça, c'était un bon conseil parce que j'en étais pas vraiment conscient pendant les 26 premières années de ma vie. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, passer du moment avec les bros, avec les amis et en profiter, passer du temps avec sa famille et ne pas compliquer les choses. Et enfin, être honnête avec soi-même et avec les autres, mais surtout avec soi-même et ses travaux et ne pas avoir de Dunning-Kruger ou supposer que tout ce qu'on fait, c'est bien et être vraiment objectif avec la qualité de ce qu'on livre. C'est quand même quelque chose d'important, une skill importante à développer pour savoir bien placer son produit et faire en sorte qu'il ait un maximum de chances de réussir. Dernier conseil, si on n'est pas entrepreneur ou autre, eh ben c'est de partir à la rencontre de gens, de travailler sur son anglais et d'être rigoureux, d'être exigeant, difficile avec soi-même, mais sans s'esquinter non plus. Trouver un juste milieu et idéalement, trouver passion également dans cet effort. Parce que sinon, c'est difficile. Ça marche, mais c'est un peu plus difficile. Donc, le meilleur conseil, voilà, être rigoureux, être honnête et surtout, le plus important, c'est de se ménager et de passer du temps avec les gens qu'on aime et se ménager, passer du temps voilà, à se reposer et à garantir que l'on fonctionne dans les meilleures conditions. Non, des Voilà. bons conseils. C'est vrai que savoir profiter et s'écouter, je pense que c'est 2 bons conseils qui permettent de bien kiffer sa vie et de ne pas exploser en vol. Moi, je ne savais pas le faire. Il y a plein de gens qui savent le faire et c'est très bien. Moi, je ne savais pas le faire. Je l'ai appris. J'ai toujours ignoré les suggestions de docteurs ou autres sur lever le pied, etc. Et puis un jour, j'ai eu mal. Je me suis calmé. Voilà. Et je pense que dans un monde idéal, il faudrait éviter de pousser jusqu'à ce niveau-là et essayer d'être bien conscient de tout ça avant que ça ait un impact un peu plus visible, jamais très grave, hein, rien de bien grave sur la personne. Ça, c'est un bon conseil, je pense. C'est vraiment un truc, si je pouvais revenir en arrière,
je referai tout avec cette conscience-là. Et, et je pense que j'aurais travaillé beaucoup moins d'heures et peut-être que l'output aurait été bien meilleur. Voilà. Ok. Et du coup, la dernière question de l'interview, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur ma chaîne et pourquoi ce choix? Francophone? Idéalement francophone, ouais. Ouais. Euh, alors, je meuble, je lâche quelques bruits comme ça pour occuper, voilà, pour animer un peu le podcast alors que je cherche ma réponse. Mais en vrai, qui est-ce qui peut être intéressant? Alors, Marc Zeller, il est très bien. Pour tout ce qui est relatif à la DeFi, la gouvernance, et même des questions plus générales sur les marchés, la crypto, la tech. C'est quelqu'un de très compétent, il n'y a rien à dire, et il est très fort. Haute valeur ajoutée, voilà, une formule qui marche. Benoît Huguet, idéalement, en plus bon vivant, avec un accent du Sud. Pour le facteur entertaining, c'est super. Divertissement, très bien. Et après, Grégoire Gambato, le fondateur d'une boîte qui s'appelle Only Dust, quelqu'un de très humain, qui travaille dur, qui a une expérience en entrepreneuriat solide et qui a aussi du vécu et qui peut créer du contenu à valeur ajoutée, surtout sur le plan de l'entrepreneuriat. Il a des réponses qui sont qualitatives et il a vu pas mal de choses et je pense qu'il mérite plus de visibilité en France et au-delà. Enfin, la dernière personne que je recommande, qui pour moi fait des talks qui sont vraiment excellents en anglais et en français, c'est Sylve Chevet, qui est le fondateur d'un projet qui s'appelle Brick, une sorte de sandbox pour créer des structures à base de cubes qui sont des NFT respectivement chacun sur Starknet, mais aujourd'hui qui est à la tête d'un projet qui s'appelle Healy, qui est un système qui se spécialise dans la vérification de preuves zero knowledge et preuves de validité uniquement. Un élément de la modular stack spécifique pour vérifier des preuves et très charismatique, explique très bien, très fun, parle français, génial. Sylve Chevet, c'est Sylve Chevet que je le mettrai d'ailleurs en premier. Enfin, il n'y a pas d'ordre, mais Sylve Chevet, il est cool, faut lui donner aussi un peu de visibilité, je pense. Très sympa. Ok, bah des bonnes suggestions. J'essaierai de les contacter pour Si tu veux possiblement des les faire venir. intros, je peux t'aider aussi. Pas de souci. Ok, bah avec plaisir, avec plaisir. Les quatre ont l'air que tu as donné ont l'air très cool, donc avec plaisir de les faire passer sur la chaîne. Quand tu veux. Ok, bah on arrive sur la fin du format du coup. Merci à toi d'être passé. Je t'ai apporté beaucoup de valeur. C'était un moment sympa, donc voilà. Merci d'être venu. Non, mais merci à toi. Continue cette initiative. C'est toujours cool de faire des podcasts et apporter de la valeur à la communauté de cette façon-là. Et ben, voilà, je te souhaite une excellente semaine et je remercie aussi la communauté et j'attends vos questions. Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures et, et voilà, c'est cool, merci. On arrive sur la fin du format, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est qu'on avait une personne qui était crypto convaincue, qui s'était énormément impliquée dans la blockchain, que ce soit en créant un média ou en créant une boîte pour résoudre des problèmes internes à l'écosystème crypto. De plus, on sent que c'est quand même une personne qui a beaucoup d'expérience ayant vécu plusieurs cycles et qu'il a aussi une stratégie bien définie. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.